Bonjour, bonjour à vous tous. Merci de participer à notre webinaire, la troisième des 4 webinaires consacrés à la gestion et la sécurité des batteries de véhicules électriques. Donc, nous accueillons, comme lors des 2 sessions précédentes, des participants du secteur automobile. Et vous pouvez compter cette fois-ci encore sur mes supports, qui est Frédéric Peigneux et Willy Tomboy, tous les 2 experts de Febeloto. Ce webinaire durera 1h15 et vous pouvez utiliser la fonction chat et Q&A pour poser vos questions. Et à la fin de la présentation, on va donner les réponses en fonction du temps. Voilà, je propose directement de plonger dans le thème. Donc, comme à titre de rafraîchissement, je vous répète un peu qu'est-ce qu'on a discuté déjà, on a déjà parlé. Donc, les aspects légaux. Donc, premièrement, c'est un bouleversement dans l'industrie automobile, la situation du parc. Un cadre réglementaire évolutif complexe, comme vous avez pu décrire, et qui est le stockage. Donc, maintenant, la session dans la réglementation sur le transport qui ont pu donner leur support à nos 2 experts, Frédéric et Willy. Dans ce son, on va vous transmettre. Voilà. Merci Catherine. Il est important de bien souligner que c'est une matière relativement mouvante, évolutive, et donc susceptible de varier avec le temps de façon fréquente. Pour chercher une vieille régulière sur ce sujet. Et je donne directement la parole à Frédéric pour nous donner un aperçu de la structure. Merci Willy, bonjour à toutes et à tous. Bien voilà, je pense que l'image que vous voyez apparaître à votre écran, cette route sinueuse mais qui essaye d'aller le possible au but, va un petit peu résumer le parcours que nous avons connu pour arriver à la mise en place de ce webinaire. Alors, la structure du séminaire, elle apparaît à l'écran. On va donc avoir un aperçu très général de la réglementation sur le transport de batteries. On fera un arrêt très particulier sur la problématique du statut des batteries. Le terme LIB, pour toute bonne compréhension, signifie batterie lithium. Et HEV, comme vous le savez, est le terme que nous utilisons depuis le début pour parler des batteries au sens large. Ensuite, nous aurons un arrêt sur image sur la problématique de la typologie de la batterie en fonction du niveau. On fera un petit focus également sur la problématique du marquage électrique qu'on va appeler labeling. Alors, vous avez compris que c'est labeling avec A, B et 2 L et pas le contraire. Petite excuse pour cette petite coquille. Et enfin, nous terminerons sur un aperçu téléchargement, transport ou déchargement à assurer dans cette problématique. Alors, M. Guyot, qui, je pense, assiste à ce webinaire et que nous saluons. Vous avez déjà vu sa bibine sur l'écran. On vous rappelle qu'on l'avait rencontré à Salzbourg il y a quelques mois d'ici. Voici ce qu'il déclarait. Le facteur transport est primordial. C'est un cadre réglementaire qui utilise les recommandations des Nations Unies pour le transport des matières dangereuses. Et donc, essentiellement, il avait porté à notre connaissance, faites attention à l'information base sur le produit. Il y a un contrôle qui doit pouvoir être fait. Et cette information permet effectivement une connaissance, une transmission d'informations entre les opérateurs. Ensuite, il faudra faire attention au type d'emballage et aux exigences qualitatives que ceux-ci auront à respecter. Et puis alors, il y a ce fameux marquage dont je viens
dont je viens de vous parler. Voilà, ces 3 points sont bien intégrés et à considérer comme étant inhérents finalement à la politique de gestion des risques dont on vous parle depuis 2 webinaires dans le cadre de ces batteries. Alors, voilà, 2 images d'un même accident qui s'est déroulé en Allemagne il y a un an d'ici, et puis un an ici avec des batteries lithium-ion. Je pense qu'on peut parler de perte totale dans ce cas-là, hein, mais il y a évidemment un certain nombre d'incidents corollaires qui étaient liés. Et donc finalement, au moment de l'intervention, la question s'est posée de savoir, enfin le bon terme plutôt, la question s'est posée de savoir quelle était la faute à qui. Il y a toujours un moment où on se pose cette question. Donc on s'est posé la question de l'état de la batterie, de l'état du chargement, est-ce que les emballages étaient corrects, est-ce que l'empilement des emballages à l'intérieur du camion était correct. Enfin, c'est un beau cas d'école pour les compagnies d'assurance, vous l'avez compris. Mais surtout, évidemment, il nous renseigne sur l'importance des conditions de manipulation d'emballage et on va encore une fois vers les sessions avec les catégories de risques dont on avait parlé. Donc, tant pour l'opérateur que finalement le fournisseur ou le client, pour les riverains, pour les utilisateurs des voies de transport, pour les services d'intervention, ce respect des règles en matière de transport et d'emballage est primordial pour limiter l'accident et pour espérer trop ce genre de choses. La route. Alors, vous l'avez déjà dit, on vous le répète, le transport des batteries est strictement réglementé. Vous voyez au centre de l'écran un beau sigle ADR 2021. On vous rappelle que, on vous l'avait annoncé en session numéro 1, cet ADR est une réglementation qui est constamment revue. On a une veille à ce sujet pour toujours bien sûr de coller finalement derrière on a une technologie assez à la dernière. Nous avons un petit chez nous. Et donc, en conséquence, finalement, pour le transport des batteries, répond aux modalités de transport bien par terre, et donc être décrite dans ce fameux règlement ADR. Ça va en faciliter l'harmonisation, ça va en faciliter le contrôle, la lisibilité. Je dois bien vous dire qu'avec Willy, parlant de lisibilité, on a un petit peu souri parce que ce n'était pas toujours très lisible, même pour nous qui avons passé le temps finalement d'essayer d'analyser un petit peu tout ça. Enfin bon, il s'agit bien d'une thématique d'experts. La matière est vraiment complexe et dense, hein, Willy, on s'en est bien rendu compte. Il ne vous aura pas non plus échappé que ces règles peuvent diverger évidemment en fonction du mode de transport. Ici, on se focalise sur le transport par route, hein, donc ADR, comme on vous l'avait dit. Et alors, peut-être un dernier message. On n'est pas juste là pour vous amener un message. Je veux dire par là que ne pas respecter ces réglementations, c'est finalement s'exposer à des gros problèmes avec les autorités. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, strictement réglementé, on vous l'a dit. Vous avez ici, si l'écran veut bien suivre, vous allez avoir à l'écran un tableau qui reprend les et j'ai envie de dire
pour être tout à fait en règle. Ce qu'on peut espérer quelque part, c'est qu'au fur et à mesure que cette thématique des batteries prend de l'importance, il va y avoir des contrôles qui vont se faire en importance aussi, et ça pourrait probablement, en tout cas espérons-le, avoir un effet limitatif sur les exportations non contrôlées, notamment de véhicules, mais on sort du débat batterie. Donc je ne vais pas aller sur ce débat aujourd'hui. Frédéric, on a abordé lors des sessions précédentes cette réglementation ADR sans aller dans le détail. C'est de toute façon impossible sur une session d'une heure. Mais peux-tu nous en rappeler néanmoins les très grandes lignes? Certainement, Willy. Alors, ADR, accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Oui. Ça arrive évidemment d'application quand il y a au moins 2 des pays qui sont signataires de cet accord. C'est donc le cas en Europe. Et c'est également d'application en Belgique au travers d'une directive de 2009. Je vous renvoie à la session numéro 1. Donc, l'ADR, finalement, va décrire ce que sont ces marchandises dangereuses, comment elles sont classées, comment elles sont identifiées, quelles sont les exigences relatives à l'emballage qui fait le cœur du sujet aujourd'hui. Notamment, voilà, ça c'est ce qui est important à savoir comme cadre très général. On va y retrouver également, alors ça c'est plutôt en amont de ce qui se passe pour vous utilisateurs, mais on va retrouver également un certain nombre d'éléments concernant des procédures ou des normes à respecter par ces emballages, par les producteurs de ces emballages. Donc toute une série de dispositions qui seront relatives à la construction, à l'épreuve, à l'agrément de ces emballages. On va également y trouver des exemptions. Alors ça, c'était quelque chose d'important. On va passer à travers ces exemptions. On ne va pas nécessairement vous les mettre en évidence, mais c'est ce qui complique un petit peu la lecture finalement de cette réglementation. Et on va trouver notamment donc, des exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses par des particuliers. Voilà, ça c'est une exemption bien spécifique. Donc, j'ai mis dans le chat aussi, il y a un problème de connexion terrible. Donc, on va redémarrer l'ordinateur avec un autre. Donc, donnez-nous 5 minutes. Les aléas du direct. On bouge pas. On bouge pas. On est de retour en 5 minutes. Rapidement faire un aperçu de cette réglementation sur le transport des batteries lithium-ion. On s'arrêtera sur les problématiques des statuts de ces batteries, des emballages, des qualités que ces emballages doivent avoir. On essaiera de réconcilier les deux. Nous vous rappelons voilà, cette extrait d'interview avec Jean-Paul Huyot, que l'on salue pour la 2e fois s'il nous entend, mettant en évidence effectivement que dans ce facteur transport qui est primordial dans la chaîne valeur, il y a une information de base sur le produit qui est à donner, qu'il y aura des types d'emballage et des exigences particulières et un marquage à respecter pour donner la bonne information aux différents opérateurs qui vont manipuler cet emballage dans lequel se trouve cette batterie. On vous avait également très rapidement dit qu'il y avait eu cet accident en Allemagne qui avait posé la question, évidemment, de la responsabilité, mais de cette question sont découlées toute une série d'autres sous-questions sur la façon dont le transport avait été organisé, dont les batteries avaient été emballées, dont les batteries avaient été éventuellement empilées au sein de ce transport. Et nous avions conclu sur ce point en disant que voilà, l'importance de bien préparer son transport est important, pas uniquement pour le transporteur, mais pour celui qui est en amont, celui qui est en aval et tous les autres usagers de la route, services d'intervention qui pourraient être amenés à devoir évidemment intervenir dans ce cas d'incident. Ensuite, on vous avait dit, on vous avait réexpliqué, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais on vous avait expliqué que l'ADR était une réglementation qui changeait beaucoup et qu'il fallait donc aller rapidement voir. Et donc c'est à peu près tous les 2 ans, hein, donc il fallait toujours aller bien vérifier la dernière version de cet ADR pour voir s'il n'y avait pas de dispositions qui allaient être modifiées par rapport à la version que vous utilisiez auparavant. On va vous faire le point tout de suite sur la version 2021.
On vous a dit également que les batteries lithium-ion étaient classifiées numéro 9 pour des raisons d'harmonisation, de contrôle et de lisibilité. Et on terminait en vous disant que l'ADR n'est pas évidemment la seule réglementation qui est d'application pour ces batteries. L'ADR, c'est pour le transport routier, il y en a d'autres pour le transport par rail, pour le transport maritime, pour le transport aérien. Il y a encore d'autres réglementations, mais qui sortent un petit peu du contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et on rappelait également à ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire face à des problématiques de déchets qu'il ne faut pas non plus oublier cette législation déchets qui ne disparaît pas subitement, évidemment, parce qu'on parle d'ADR. Voilà. Et j'étais arrivé à ce slide dans lequel je rappelais finalement un peu la philosophie de l'ADR, en vous expliquant qu'effectivement, cette réglementation, elle décrit ce que sont les marchandises dangereuses, comment elles sont classées, identifiées, et également mettant en évidence que dans cette ADR, on va retrouver toute une série de dispositions particulières pour les fabricants d'emballage, toute une série de dispositions particulières sur comment on fait un test, comment on fait une épreuve pour ces emballages. On va également retrouver un certain nombre d'exemptions. Et sans aller dans le détail, la première exemption qui était importante pour vous de connaître, c'est évidemment que dans le cas de transport de marchandises dangereuses qui est effectué par des particuliers, donc ça sous-entend des petites quantités qu'un particulier est censé pouvoir avoir, l'application ADR n'est pas à jour, n'est pas utilisée. Voilà, on en était là. C'est un peu troublant pour tout le monde, cette histoire, mais continuons maintenant sur notre problématique de batterie lithium-ion. Alors, question qui se pose, et you must do it, you can do, va être utilisé. Alors, toutes les techniques s'appliquent la réglementation. Deuxième question. Eh bien, toute personne qui offre, participe d'une façon ou d'une autre à un transport de batterie classée donc, comme matière dangereuse, il n'y aura pas de transport. La règle, c'est qu'il n'y a pas de transport de matière dangereuse, sauf dans un certain nombre de cas qui est expliqué dans cet ADR. Dès lors que la batterie lithium-ion est classée 9, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'application. Et quand on doit respecter l'ADR, et la classification, et l'emballage, et le labeling, et la description du matériel, et les documents de transport vont devoir mettre cela en évidence. On va marteler évidemment ce message pour que vous en preniez bien connaissance, évidemment. Alors, ensuite, quelles sont les obligations qui sont liées à ce transport? Transport UN pour Nations Unies. Okay, il va falloir d'abord identifier ces produits. La bonne classification, le bon label. On y reviendra. On parle de produits qui sont testés. Un produit qui n'est pas testé et qui ne correspond pas à un certain nombre d'épreuves ne peut en théorie pas être transporté. Bon, c'est quelque chose que vous, évidemment, dans la chaîne de valeur, vous ne maîtrisez pas particulièrement, mais sachez que c'est une condition d'application. Il y aura évidemment des typologies d'emballage qui seront conformes, qui seront à respecter, les documents de transport qui seront à respecter, et la formation des opérateurs également. Ça, c'est un élément qu'on n'a pas encore abordé, mais elles font partie des obligations dans le cadre de ces transports. Si on regarde les obligations qui sont spécifiques par les technologies de batterie, on va avoir un code DIGIT pour les batteries de Nations Unies. Pour les batteries lithium-ion, ce code DIGIT est le UN3480. Ces digits sont en fait donc fonctions, sont déterminés. Vous avez une liste immense au sein de l'ADR qui explique toutes ces matières. Chaque technologie ayant à peu près son produit. 3480, c'est ce que vous devez absolument retenir. Et puis, en fonction du statut de la batterie, vous aurez des conditions d'emballage obligatoires qui vont eux-mêmes devoir répondre à des niveaux d'exigence. Et puis, selon les cas,
et c'est toute la complexité évidemment de ce domaine, c'est que selon les cas, vous allez devoir appliquer ou pas un certain nombre de dispositions spéciales. En anglais, on parle de special provision. En irlandais, si vous êtes sur le nord du pays, ce sera des bijzondere bepalingen. Et en français, on parlera de dispositions spéciales pour des cas bien particuliers. On a mentionné à l'écran ici le cas du déchet de la batterie lithium-ion. On y reviendra évidemment. Mais voilà, sachez que vous avez des obligations en matière de transport et que vous allez avoir des obligations spécifiques en fonction de la technologie de batterie que vous allez transporter. Alors, Frédéric, les batteries lithium-ion code UN 3480 appartenant à la classe 9 des matières dangereuses seront emballées selon leur statut dans des emballages du groupe 1 ou 2. Ces groupes 1 ou 2 ne sont pas spécifiques aux batteries, mais on vous expliquera dans quelques cas le groupe 1 ou 2 est à utiliser. Et en matière de code de déchets, les batteries lithium-ion sont classées comme 160605 other batteries and accumulators. Voilà. Également donc à mettre sur les documents de transport évidemment. Ouais. Et Willy, si on peut faire juste un petit retour sur écran, vous voyez ce code losange qu'on appelle le label 9A, qui sera le code que vous devrez utiliser lors de vos transports de batterie lithium-ion. Donc ce losange à ligne noire avec le numéro 9 et les batteries et le code du N3480, à ce stade, ce sont deux éléments qui ne peuvent plus, j'ai envie de dire, quitter votre esprit. Alors, il existe différentes rubriques pour les batteries. Il existe aussi des rubriques pour les véhicules électriques. On a tendance peut-être un peu à oublier puisqu'on parle de batteries, mais ils viennent quand même de véhicules électriques. Et donc, sachez qu'il y a également des rubriques pour ces véhicules électriques. On en touchera quelques mots ultérieurement. On a mis à l'écran, si vous voulez, la référence dans l'ADR du tableau que vous voyez sous vos yeux. Ça se trouvera donc dans la partie 3 sous le titre Dangerous Goods Special Provision and Exemption Related to Limited and Accepted Quantities. Voilà, chapitre 3.2, article 3.2.1. Voilà, on vous laisse quelques petites secondes à l'écran si vous voulez aller regarder ça. Ok, je pense qu'on peut passer à l'écran suivant. Alors, ces véhicules ont donc leur code, comme je vous le disais. Vous avez le code UN3166 pour ce qui est véhicule hybride ou plug-in hybride. Et vous avez le code 3171 pour les véhicules électriques. Pourtant, à garder, puisque à chacune, et vous le voyez dans la colonne, dans la 5e colonne à l'écran, avec notamment l'exemple entouré en rouge, vous voyez que pour ces codes, ces rubriques 3171, il y a aussi un certain nombre de dispositions spéciales qui seront à respecter. Et on parlerait également tout à l'heure donc du transport de ces véhicules électriques qui, voilà, selon que vous soyez dealer, garagiste, dépanneur, recycleur, vous allez également être dans ce cas. Alors, premier arrêt sur image important, la disposition spéciale 388. Et en fait, cette disposition, justement, concerne la fameuse définition de ces rubriques 3166 et 3171 dont on vient de vous parler. On a mis un extrait de cette définition pour bien vous montrer que ces rubriques incluent les véhicules électriques et hybrides propulsés à la fois par un moteur à combustion et par des accumulateurs, dont notamment des batteries au lithium ionique, et que le 3171 ne s'adresse donc qu'aux véhicules mus uniquement par des accumulateurs ou autres véhicules au lithium ionique. Okay. Première disposition, 388. Deuxième élément excessivement important, je vous disais tout à l'heure, voilà, qu'un certain nombre de produits, pour pouvoir être acceptés dans des conditions de transport, doivent avoir respecté un certain nombre de caractéristiques qui sont elles-mêmes
déterminée au travers de procédures d'épreuves, de procédures d'évaluation. Dans le cadre des batteries, lithium-ion, on va retrouver dans l'article 22917 une référence aux procédures de test du guide des Nations Unies, partie 3, section 38.3, vous en entendrez probablement parler à l'une ou l'autre occasion, qui détermine finalement à quoi les producteurs de batteries doivent s'attendre s'ils veulent mettre une batterie sur ce marché. Donc, voilà, les producteurs de batteries, et donc en Belgique, les importateurs automobiles, pourraient se voir, ça il faut le savoir également, se voir demander de produire les résultats de ces fameux tests en question, conformément aux prescriptions 38.3, sur les batteries qui seraient utilisées dans les véhicules. Alors, ce n'est pas le consommateur lambda qui va aller les demander, évidemment, mais voilà, l'importateur pourrait être évidemment amené à produire ce genre de choses. Alors, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces procédures de test? On va parler notamment de dispositifs de protection contre les surpressions internes dans les batteries. On va parler de systèmes anti-court-circuit. On va parler d'un programme de fabrication qui lui-même répond à un programme de gestion de la qualité. On va considérer les conditions de testing pour qu'elles soient transportables dans certaines conditions. Et ce qui est important évidemment à comprendre, c'est que la perte de ces caractéristiques, donc notamment une diminution du niveau de sécurité de ces batteries, vont donc amener la chaîne de transport à devoir se prémunir de risques en appliquant des conditions complémentaires qu'on va retrouver dans les dispositions spécifiques de l'ADR. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va avoir une batterie qui va être endommagée, on en parlera tout à l'heure, ça va être difficile de considérer que les dispositions en application de cet article 22197 sont toujours d'application. La batterie aura par définition été endommagée, donc il y aura nécessairement un moindre niveau de sécurité. Ça va donc expliquer qu'on ne peut plus transporter la batterie dans les mêmes conditions, mais qu'on va y rajouter des conditions complémentaires. Voilà, c'est la logique qu'il faut comprendre. Dernier point à ce sujet, c'est ces procédures de test s'appliquent aussi bien sur les cellules qui composent la batterie que sur la batterie complète. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on transporterait des cellules et pas une batterie complète, et si ces cellules sont endommagées, qu'on échappe évidemment à ces dispositions, hormis un cas particulier sur lequel on vient. Donc, également, Frédéric, valable et d'application pour des batteries pour le remanufacturing et pour le repurposing pour seconde vie? Alors, en effet, oui. C'est une question intéressante. C'est un point intéressant. Et ça nous permet de rappeler effectivement la responsabilité des centres agréés qui souhaiteraient remettre une batterie sur le marché pour des applications qui sont autres que l'automobile. Donc, s'il y a un incident avec cette batterie, encore une fois, on vous rappelle, un utilisateur pourrait venir s'enquérir de votre responsabilité à ce sujet. Alors, je parle des centres agréés, je parle également de tous les dealers ou tous les dépanneurs qui voudraient tenter de remettre cette batterie sur le marché. Donc, comme je vous le disais, un utilisateur pourrait très bien dire, attendez, j'ai eu un souci. Moi, j'aimerais effectivement que vous me déterminiez que cette batterie, effectivement, correspond bien aux normes de test qui sont d'application. Dès lors que la batterie aurait subi une quelconque transformation, quelque part, avant de la remettre sur le marché, vous devez respecter ces règles-là. Quelqu'un bien informé va venir vous dire, donnez-moi un petit peu la preuve de ce test. Vous risquez d'être un petit peu embêté, évidemment, dans ce cas-là. Et puis, vous avez en fait à l'écran également un exemple de ce que peut être un rapport. Voilà, on l'a mis purement pour information, mais de ce que peut être un rapport à produire dans le cadre de la mise sur le marché d'une batterie. Voilà, on arrivera maintenant à notre première enquête, le premier pôle. La question est simple. Elle est simple. Et la suivante. Le règlement ADR est-il d'application pour les véhicules électriques? Oui, non ou je ne sais pas. On vous laisse 15-20 secondes pour peut-être 30 pour bien réfléchir, parce qu'on a donné des éléments d'explication.
belle unanimité. Ah non, il n'y a plus d'unanimité. On a expliqué qu'il y avait des codes, UN qui s'appliquaient à ces véhicules électriques. Maintenant, est-ce à dire que l'ADR s'applique à ces véhicules électriques? On va vous commenter tout ça. Alors, il y a environ 80% qui ont dit, voilà, oui, le règlement ADR s'applique aux véhicules électriques et environ 20% qui ont dit non, ça ne s'applique pas. Frédéric, alors, à toi pour nous donner la réponse exacte. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme chez Jacques Martin, pour ceux qui ont la référence. Tout le monde a gagné. Ça dépend des cas. Alors, oui, il existe des références ADR pour le transport des véhicules. Si le véhicule électrique est l'objet du transport. Et donc, dans ce cas-là, on va se reporter aux éventuelles dispositions spéciales que l'on va aborder dans la deuxième ou la troisième partie de ce webinaire aujourd'hui. Si par contre l'usage du véhicule électrique, évidemment, est le véhicule lui-même, donc dans votre cas d'utilisateur d'un véhicule hybride ou électrique sur la route, évidemment, que dans ce cas-là, vous ne devez pas disposer des documents de transport ADR pour conduire votre véhicule. Ça paraît relativement logique, mais il y a quand même une base légale pour ça. C'est une exemption, c'est une des exemptions dont on vous parlait tout à l'heure. Et dans ce cas-ci, on parlera d'une exemption qui est liée au dispositif de stockage et de production d'énergie électrique dans un véhicule, et qui va expliquer que l'ADR ne s'applique pas dans ces cas-là. Alors, on vous a dit point numéro 2, donc point numéro 1, rapidement, la réglementation, l'ADR, le code UN 3480, la classe 9 et l'application de l'ADR. Point numéro 2, statut d'une batterie. On vous a mis en rouge dans le fond de l'écran la référence du site internet des Nations Unies dans lequel vous pouvez aller retrouver ce règlement ADR up-to-date. On n'a pas renvoyé pour l'instant sur un site de la région Wallonne parce que malgré quelques recherches, on n'a pas trouvé la dernière version ADR sur le site de la région Wallonne. Petit appel à Émilie, si tu nous entends, ce serait bien de faire remonter cette demande vers les services adéquats. Et donc, finalement, dans l'ADR, quels sont les statuts d'une batterie que l'on va retrouver? On va parler d'une batterie neuve, dans certains cas d'une batterie qui serait utilisée, dans d'autres cas d'une batterie qui sera endommagée ou défectueuse. On parlera par convention D&D, Damage and Defective. On parle également de prototypes et on parle de batteries qui sont déchets et destinées à l'élimination ou au recyclage. Partant du principe que dans notre cas, l'élimination des batteries n'est pas acceptée, on ne parlera que de recyclage. Et on a également décidé de ne pas parler du prototype, puisque ce n'est pas le genre de problème auquel vous devriez, sauf rare exception, être confronté. Alors, le tableau ici vous montre, en reprenant cette rubrique 3480 qui nous occupe, qu'il y a un certain nombre de dispositions spéciales qui sont d'application. Alors, est-ce qu'elles sont toutes d'application? Non. Premièrement, si on prend l'exemple du SP 188, on va parler dans ce cas-là d'exemption de petites batteries et des conditions d'emballage. Voilà. Mais par contre, le fait que ce soit des petites batteries ne les exclut pas du 3480, ce sont des piles au lithium. Autre exemple de disposition spéciale, la 388, qui renvoie à ce fameux article 22917 tout à l'heure dont on parlait, et qui reprend donc les dispositions auxquelles les batteries doivent répondre dans le cas des transports. Alors, il y a d'autres dispositions également qui peuvent, par contre, contenir également d'autres exemptions, mais on ne va pas évidemment aller dans tout ce détail-là, ça nous mènerait
Ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez juste il peut également y avoir des exemptions en matière qui sont liées au poids ou qui sont liées à la capacité énergétique propre de la batterie, voilà, qui vont amener finalement le législateur à considérer que dans tel ou dans tel cas, on peut sortir des sentiers battus et alléger tel type d'emballage ou renforcer tel autre type d'emballage. Parlant d'emballage, on va référer dans le cadre de l'ADR à ce qu'on appelle des instructions d'emballage. Packaging Instruction en anglais, leur Packing Instructie en néerlandais. Et vous allez avoir ces instructions d'emballage qui seront précédées de la lettre P ou de la lettre LP. La lettre LP signifie large packaging, grands emballages. On donnera quelques exemples tout à l'heure. Et vous le voyez également dans le cadre du 3480, il y a un certain nombre d'instructions d'emballage qui sont relatifs à ces batteries lithium-ion. On va expliquer pour vous dans quel cas vous devez utiliser telle instruction de packaging ou telle autre instruction de packaging. Ça fera l'objet du point numéro 4, quel emballage pour quel statut. Il faut donc différencier parmi 3 sortes d'emballage. Frédéric, quelles sont ces catégories? Alors, j'ai envie de dire assez facilement les petits, les moyens et les grands. Hein. C'est un peu ça, hein, en fait. Oui. Donc, on va parler de petits emballages ou de petits colis. On va parler dans ce cas-là de fûts, de boîtes, de jerrycans jusqu'à des contenances d'à peu près 400 kg ou 450 litres. On parlera d'IBC, ça c'est plutôt pour du transport de vrac. Donc, on ne va pas le considérer particulièrement ici puisque ce sont des containers qui sont ou remplis ou vidés notamment par effet de la gravité, etc. Dans le cadre des batteries lithium-ion, ça marche un peu moins bien, évidemment. Et puis alors, on parlera évidemment de grands emballages qui contiennent ou des marchandises ou de plus petits emballages eux-mêmes contenant des marchandises. Mais dans ce cas-là, on parlera de grands emballages dès lors que la masse est supérieure à 400 kg ou 450 litres. Alors, vous allez peut-être, ou vous avez déjà vu passer à un moment ou à un autre, un chiffre 333 kg. Oui, c'est une exemption. On parle de quantité par unité de transport. Bon, qu'en est-il exactement? Alors, ces 333 kg sont d'application pour des transports de catégorie 2. Ces transports de catégorie 2 concernent un certain nombre de rubriques. Dans ces rubriques, on retrouve le 3480 qui nous occupe. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait, ce 333 kg est une limite en dessous de laquelle il y a exemption. On parlera d'exemption liée aux quantités de transport par unité de transport. Donc, un point en dessous de laquelle, ou une masse en dessous de laquelle, il y aura un certain nombre d'exemptions aux dispositions de l'ADR. Et on va parler d'exemption on va parler d'exemption sur éventuellement tel niveau de formation ou tel niveau d'information sur des documents de transport. C'est impossible pour nous d'aller dans ce détail. Retenez ceci, c'est que, pour faire bref, quand vous transportez des batteries lithium-ion d'un point inférieur à 333 kg dans une unité de transport, et si vous ne transportez que de la batterie lithium-ion, alors cette limite de 333 kg vous exempte d'un certain nombre d'obligations. Vous dire ça, c'est vous dire la réalité des faits. C'est en même temps un peu dangereux. Je m'explique. Il y a beaucoup de conditions. Il faut une même catégorie de transport, une même catégorie. Donc, on parle bien de catégorie de transport numéro 2 dans ce cas-ci. Vous n'allez pas nécessairement toujours savoir avec quelle marchandise le transporteur va fonctionner. Point 1. Une unité de transport, ce n'est pas une palette, c'est un camion. Et donc, vous ne connaissez pas non plus nécessairement, si on fait appel à du groupage, par exemple, vous ne connaissez pas nécessairement la quantité et la nature des matériaux qui sont dedans. Si dans ce même camion, par contre, vous avez plusieurs catégories de transport, cette limite de 333 kg, elle n'est plus exactement d'application de la même façon. C'est un peu compliqué comme calcul. Il va y avoir des facteurs multiplicateurs qui vont s'appliquer selon qu'on a des batteries, qu'on n'a pas des batteries, qu'on a des liquides, qu'on a des ceci, qu'on a des cela.
Tout ça est très compliqué. Et c'est sujet, finalement, à des interprétations qui, en cas de contrôle sur la route, pourraient vous amener, en tant que chargeur ou déchargeur, partant du principe que le transporteur spécialisé ADR, c'est ce qu'il fait, vous, en tant que chargeur et déchargeur, vous prenez un risque, finalement, à ne pas faire en sorte de respecter toutes ces prescriptions ADR. Donc, sachez qu'il y a cette exemption, mais ne prenez pas trop de risques par rapport à ça. Retenez plutôt qu'une batterie lithium-ion, c'est dangereux, que ça doit être emballé, qu'il y a des règles à respecter et qu'il y a l'application d'un certain nombre de dispositions ADR qui sont à respecter. Voilà. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Alors, il y a des emballages qui sont donc approuvés préalablement pour pouvoir transporter des marchandises dangereuses. Ces emballages doivent disposer de leur propre immatriculation qui confirme finalement le fait qu'ils ont été approuvés dans le cadre des procédures fixées par les Nations Unies. Cette immatriculation d'approbation va contenir des références qui concernent la typologie de l'emballage, le matériau utilisé, la destination d'emballage, l'année de fabrication et l'enregistrement du fabricant. En général, Frédéric, les mêmes types d'emballages peuvent être utilisés dans le cadre de transport par route, par rail, maritime, fluvial ou aérien. En général, oui, mais si vous devez être amené à faire un transport autre que par la route, vérifiez quand même si effectivement cet élément est d'application. Alors, on a ici à l'écran une illustration de ce qu'est une immatriculation. Vous avez tout à gauche le code, le symbole UN pour l'emballage. Vous allez avoir ensuite le type d'emballage, on va y revenir, qui est indiqué. Puis vous avez le slash. Puis vous avez dans l'immatriculation du dessus le Y19, le Y indiquant le niveau d'exigence de l'emballage. On va également l'expliquer. Et puis vous avez un chiffre ou, dans ce cas-ci c'est un chiffre, mais ça peut être un S dès lors que le matériau transporté est un matériau solide. Donc dans le cas d'une batterie, vous aurez un S et pas ce chiffre de pression hydraulique. Et puis vous allez avoir l'année de la fabrication d'emballage. Et puis vous allez avoir une lettre qui va vous donner le nom de l'État membre qui a attribué et approuvé le fabricant de l'emballage. Et puis vous allez avoir la référence du fabricant de l'emballage. Vous aurez également un sigle qui vous donnera le mois de production. Ce sigle rond là en question, qui ressemble à une horloge. Et puis on vous a mis également un autre exemple de ce que pourrait être un emballage bien particulier. Et ici, on voit notamment qu'il y a une référence à l'instruction d'emballage, le PI 006, qui est visiblement, on ne sait pas exactement, on a fait nos recherches, on ne sait pas s'il s'agit réellement d'une PI ou s'il s'agit plutôt d'un code producteur. On n'a pas trouvé cette information-là, mais celle-ci étant moins importante. Alors, pour pouvoir lire ces fameuses immatriculations, vous avez à l'écran les codes qui sont utilisés. Donc, vous allez avoir un chiffre qui va déterminer le type de l'emballage, un fût, une caisse, un sac éventuellement. Vous allez avoir également des lettres qui vont déterminer le matériau de construction qui a été utilisé pour cet emballage. On va avoir de l'acier, du bois, de l'aluminium, du panneau aggloméré, du carton, voire du textile, etc., etc. Petite information importante, les grands emballages, souvenez-vous, ces instructions d'emballage LP, ces instructions d'emballage vont référer à des catégories d'emballage 50A ou 50B ou 50C, etc., dans le cas de nos batteries lithium-ion. Et en fait, le chiffre 50 indique qu'il s'agit de grands emballages rigides. Si vous avez un 21, ce ne sera pas un emballage rigide. Dans notre cas, il faudra des emballages rigides, comme les instructions le spécifient. Voici quelques exemples, des illustrations des différents types
d'emballage, mais comme vous pouvez constater, dans certains, il n'y a pas de signe classe 9A. Dans un cas, il n'y a aucune signe, et où le signe classe A n'est pas conforme. Alors même si l'emballage semble correct, mais le marquage, le labeling n'est pas quand même, correspond pas au règlement. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être spécifier, c'est qu'avant, ce sigle était correct. Ça fait partie des adaptations que l'ADR amène au fur et à mesure du temps. Oui. Voilà, ce sigle était correct à la 1. Dans le cas du A4, en dessous à droite de votre écran, c'est devenu un label qui n'est plus valable. Et puis ici, on a un autre exemple par un fournisseur d'emballage qui donne à l'écran, vous le voyez, finalement toute une série de données techniques qui concernent cet emballage, donc le volume, hein, à ne pas confondre avec le poids. Et vous voyez également entouré en rouge l'approbation UN de cette boîte 4A. Hein, donc on parle d'une caisse en acier. Et vous voyez qu'il est également marqué 4PG1 Xcode. Et ceci nous amène donc à parler des niveaux d'exigence d'emballage. Alors, qu'est-ce que c'est ces niveaux d'exigence d'emballage? De nouveau, il va s'agir d'une sorte de double digit. Donc une lettre, hein, simple ou double digit. Une lettre qui va donc déterminer le niveau d'exigence, lequel va lui-même renseigner sur le niveau de danger des marchandises qui sont contenues. Et pour lequel le type de construction de l'emballage a subi avec succès les fameuses épreuves de conformité dont il est question par ailleurs dans l'ADR. Alors, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que on va systématiquement avoir ou devoir avoir affaire à des emballages code X ou des emballages code Y, puisqu'on va parler, dans notre cas, de batteries lithium-ion, de groupes d'emballage 1 ou de groupes d'emballage 2, selon le niveau de dangerosité des marchandises. Donc, dit autrement, des groupes d'emballage 3 pour les batteries lithium, ça ne doit pas être utilisé. Okay. Voilà, ça je pense que c'était une information également importante lorsque vous utilisez un emballage qui a lui-même son immatriculation UN. Donc, à retenir, Frédéric, que pour les batteries lithium-ion classe 9, le groupe d'emballage seront le 2, majoritairement, pour toutes les batteries en conditions normales, disons, fait, ouais. Et le groupe 1 pour les batteries présentant un danger plus important et critique. Tout à fait. C'est le résumé de ce point. Alors, cela nous amène à notre deuxième pôle. Et dans ce pôle, nous vous proposons en principe 2 cas. C'est un petit jeu. Le cas 1, le cas A, on vous donne un code. Qui va apparaître à l'écran, hein, je présume que voilà. Et on vous demande, ce code d'approbation UN semble tout à fait correct. Dans le fait, il y a des incohérences au sens de l'ADR. Où se trouve l'erreur? A, le code du pays est faux, code d'identification. B, l'instruction concernant l'emballage est erronée. Ou C, le niveau d'exigence imposé à l'emballage mentionné n'existe pas. Alors, on vous donne de nouveau 15-20 secondes pour donner la réponse. Merci. Op de tweede vraag antwoorden als ze die zien. Dat is de tweede vraag ook. Hieronder staat ook al de tweede vraag. Dus ze mogen op de tweede vraag op.
Alors, la deuxième question que vous voyez aussi sur l'écran est ce code semble aussi tout à fait correct, mais là aussi il y a des erreurs. Alors, nous avons aussi quelques possibilités A, B, C, D, E. Alors, on vous demande aussi de répondre à cette question aussi, au deuxième cas. Tout à fait. Oui, c'est anonyme. Hein. On est en train de se poser la question, on voit que les réponses n'arrivaient pas. C'est anonyme, hein. Ce n'est pas un examen. Hein. C'est pas grave. Hein. Et c'est vraiment pour le jeu. Hein. On a dû même nous-mêmes faire un certain nombre d'hypothèses à ce sujet. Hein. Et donc, toutes les critiques sont les bienvenues, évidemment. Voilà. C'est juste pour vous détendre. Hein. C'est juste pour vous détendre. Dans le premier cas, il y a 25% qui indiquent que le code pays n'est pas correct. 33% indiquent que l'instruction concernant l'emballage est erronée et environ 44% indiquent que le niveau d'exigence imposé à l'emballage mentionné n'existe pas. Environ. Alors c'est un peu différent. Pour le deuxième cas, on a 22% qui mentionnent que le code du pays est faux. 11% indiquent que la classification est incorrecte et 11% disent que l'instruction d'emballage est absente et plus que 50% indiquent que le code 2G n'est pas utilisable pour les batteries classe 9 UN code 3480. Alors, Frédéric, donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît. Alors, sur la question 1, le code du pays n'est pas un faux code. Il s'agit du code de la Chine. Et le niveau d'exigence imposé en l'emballage Y existe. Par conséquent, c'est le point 2 qui est pointé comme erreur dans la mesure où effectivement, on a repris cette idée de remettre une instruction d'emballage à laquelle on a lié la classe 9 UN 3480. Or, ce code d'emballage n'existe pas pour la classe UN 3480, mais à moins d'avoir réussi à rapidement pris connaissance des dispositions spéciales pour les batteries UN, c'était quasi impossible à savoir. Dans le cadre de la question 2, le code 2G, effectivement, n'est pas utilisable. N'est pas utilisable pour les classes 9 UN 3480. Il n'existe même pas, ce code, en résumé. Voilà, parce que la rubrique 2 est une rubrique réservée. Donc voilà, ça c'était pour le petit jeu qui nous a permis à nous de nous détendre pendant que vous étiez en train de faire fonctionner vos méninges. Mais donc, ça nous amène à la question suivante, hein, Willy, qui est l'emballage. Quel emballage en fonction de l'état de la batterie? Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, vous avez un certain nombre d'étapes clés qui sont à parcourir. La première de ces étapes, c'est finalement de déterminer la place et le statut de la batterie. Alors, pourquoi la place? Parce que cette batterie est dans le véhicule ou n'est pas dans le véhicule, simplement. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est donc en sécurité pour le transport ou pas? Ensuite, vous allez déterminer quelle disposition spécifique va s'appliquer. On va vous les montrer. Sur cette base-là, vous allez vous reporter à l'instruction d'emballage bien spécifique de cette disposition spécifique.
Et puis, vous allez choisir parmi les types d'emballage autorisés par cette instruction de packaging et référencer celui, donc l'emballage, qui sera utilisé. Et pour rappel, vous n'oublierez pas le labeling marqué avec un B et deux L cette fois-ci, sans faute d'orthographe. Voilà, on va procéder évidemment à quelques illustrations pratico-pratiques pour vous qui êtes confrontés à ces batteries. Alors, le premier cas, qui est une batterie dans un véhicule électrique. La disposition spécifique qui va s'appliquer est la disposition 360. Qu'est-ce qu'elle dit en bref? Elle dit que les véhicules qui sont mus uniquement par des batteries, notamment lithium-ion, doivent être affectés à la rubrique 3171. Jusque-là, vous n'avez rien appris, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Mais par contre, ce qu'elle dit également, dans son interprétation, c'est que les dispositions ADR ne sont pas d'application pour les batteries qui sont installées dans les véhicules électriques, dans le cas où elles respectent bien ces normes dont on a parlé tout à l'heure, là, le 22917, dès lors qu'elles exercent leur fonction de traction. En d'autres termes, quand vous devez transporter une batterie dans un véhicule, mais que ce véhicule est en utilisation, ben évidemment, la batterie fait partie du fonctionnement du véhicule et il n'y a donc pas à considérer d'autres dispositions ADR puisque la batterie fait son office d'outil de traction. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Si on va sur le cas numéro 2, on va parler dans ce cas-ci d'une batterie qui est non endommagée, qui serait envoyée comme déchet vers le recyclage. Donc il y a deux conditions, non endommagée et déchet. Dans ce cas-là, on va utiliser la disposition spécifique 377. Cette disposition, elle dit quoi? Elle dit que les batteries lithium-ion qui seraient transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec d'autres piles et batteries, peuvent être emballées conformément à l'instruction d'emballage 909, P909. Il y aura également dans cette disposition 377 des recommandations sur le label de l'emballage que vous devez utiliser. Pile batterie au lithium pour le recyclage, ça doit être mis en toutes lettres, in extenso, sur son emballage. On ne doit pas le mettre n'importe comment. Il y a également des limites de taille à respecter, etc. Mais on n'a pas voulu vous prendre la tête avec ça. Facilitez-vous la tâche avec cette instruction et puis alors allez regarder le détail. Et quand vous l'aurez fait une fois, vous ne l'oublierez plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, dans ce cas-ci, les piles ne sont plus censées respecter les fameuses dispositions de 2917 qui renvoyaient aux procédures de test UN, puisqu'elle a été par définition endommagée. Donc, on ne peut pas venir vous dire, ouais, mais elle est endommagée, vous ne pouvez pas la transporter. Si, je la transporte selon des dispositions spécifiques 377. 377. Alors, je viens de faire une petite erreur. Elle ne répond pas aux dispositions, non pas parce qu'elle est endommagée, mais parce qu'elle est un déchet. Voilà. Le cas où elle est endommagée est un autre cas. Je vous prie de m'excuser pour cette petite inversion. Par contre, si on peut juste revenir, voilà, il était bien marqué à l'écran, les batteries qui seraient identifiées comme endommagées ou défectueuses, ces fameux DND, seront, elles, transportées selon le respect des dispositions spéciales 376, qui sera le cas numéro 4. Mais avant ça, on parle du cas numéro 3. Et le cas numéro 3, c'est le cas d'une batterie qui est dans un véhicule endommagé. Alors là, c'est une réflexion un peu particulière et c'est un raisonnement qu'il faut suivre. On parle du principe dans ce cas-là que cette batterie ne respecte plus les fameuses dispositions de 2917 dont on a parlé tout à l'heure, puisque le véhicule a été endommagé, donc théoriquement, la batterie pourrait se trouver être endommagée également. Et donc, dans ce cas-là, on dit il faut suivre la disposition spéciale 667. Cette disposition spéciale, elle dit quoi? Elle dit qu'il va falloir satisfaire à des conditions complémentaires. Et ces conditions complémentaires sont les suivantes. Soit le fait que le véhicule soit accidenté n'a pas d'impact significatif sur la sécurité de la batterie, alors on peut transporter ce véhicule selon une autre disposition qui est le 666. Soit l'accident de ce véhicule
ou les dégâts de ce véhicule ont un impact significatif sur la sécurité de la batterie, alors dans ce cas-là, il faut enlever la batterie et transporter cette batterie conformément à une disposition 376. La disposition 376, c'est la disposition qu'on va voir après et qui fait référence aux batteries qui sont endommagées ou défectueuses. Okay. Voilà, ça c'est le principe. Alors parfois la question va se poser de se dire, oui mais attention, si on ne sait pas enlever la batterie, qu'est-ce qu'on fait? Qui détermine les dégâts? Ça, c'est la question. Ça, c'est une autre question. Félix, l'existence d'un risque est importante, comme vous avez significatif ou non. Qui va déterminer ça? Qui va prendre cette décision? Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça va être quelqu'un des autorités compétentes? Est-ce que ça va être l'opérateur logistique? Est-ce que ça va être le propriétaire d'un véhicule? Est-ce que ça va être la compagnie d'assurance? Évidemment, on n'a pas de réponse, nous, à ce stade. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est ce sera évidemment la sécurité qui sera numéro 1. Donc, si c'est un accident tel que les pompiers arrivent, de toute façon, ce sera eux qui vont décider. Si vous n'êtes pas d'accord avec les pompiers, ils vont faire appel au bourgmestre, enfin, qui sera compétent pour la sécurité sur sa commune. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir, mais on peut effectivement se poser la question de savoir qui va déterminer, parce que l'ADR ne spécifie pas qui doit déterminer, évidemment, ce truc. Mais donc, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas enlever la batterie en toute sécurité, ou si on ne sait pas faire le diagnostic de cette batterie, et donc on ne sait pas déterminer si l'accident a un impact significatif sur la sécurité de la batterie. Entendons-nous bien, une voiture écrasée, on peut bien l'imaginer, mais une voiture qui a été secouée à l'arrière avec une batterie à l'avant, ou le contraire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, pour ça, c'est pas clair, mais l'ADR prévoit que si on ne sait pas enlever la batterie en toute sécurité, ou si on ne sait pas en faire le diagnostic, il faut de nouveau se reporter à la disposition 666, qui est la disposition dont vous voyez à l'écran, qu'elle est d'application quand on considère qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la sécurité de la batterie. Voilà, c'est de notre point de vue quelque chose d'un peu incohérent, j'ai envie de dire, en matière de sécurité, mais c'est en tout cas l'idée. Alors, souvenez-vous, dans le cas où on dit oui, mais il y a un impact significatif sur la sécurité de la batterie, il faut en faire le diagnostic, il faut enlever cette batterie et on transportera cette batterie selon la disposition 376. Okay. On voulait juste vous mettre ce slide à l'écran parce que vous avez à droite finalement le raisonnement qui est d'application. Donc, si le dommage a un impact sur la sécurité de la batterie, oui, il faut appliquer le 667. S'il n'y a pas d'impact, le 666. Si, quand on regarde l'état de la batterie, il n'y a pas d'impact significatif, on applique le 666. Si, par contre, il y a un impact significatif, il est recommandé de démanteler. Il est recommandé de transporter la batterie selon le 376. Dans le cas d'une batterie qui serait critique. Mais si le démantèlement n'est pas possible, alors il faut faire un diagnostic. Si l'état de la batterie est OK, on applique le 666. Et si l'état de la batterie n'est pas OK, on applique le 666 de toute façon. Voilà, c'est un petit peu comique. Mais il n'a pas été possible, en tout cas au niveau des experts de l'ADR aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin. Alors, deuxième élément important, c'est qu'il y a également une exemption dans l'ADR qu'on vous a remis à l'écran, qui est l'exemption de l'article 1.1.3.1 et qui dit en gros que il n'y a pas application de dispositions complémentaires de l'ADR dans un certain nombre de cas, et notamment dans le cas où le transport est effectué par des véhicules de dépannage qui transportent des véhicules accidentés ou qui sont en panne contenant des marchandises dangereuses, dans la mesure où l'idée est de contenir, récupérer, déplacer dans un lieu sûr, approprié et le plus proche possible les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou dans un accident. Donc, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'un dépanneur ne doit pas respecter les prescriptions de l'ADR. On a dit qu'il est possible de ne pas respecter ces dispositions selon un certain nombre de
de disposition et dans le cas où ces dépannages d'urgence sont demandés par les autorités. Voilà, ça, c'est un cas bien particulier. Donc, voilà, il faut être précis et malheureusement considérer beaucoup de conditions, mais c'est un petit peu la réalité de cette réglementation. Alors, cette fameuse disposition 666 dont on vous parlait, pas d'impact significatif du dommage du véhicule sur la sécurité de la batterie, on applique le 666 et en gros, qu'est-ce qu'elle dit, cette disposition 666 ? Qu'il n'y a aucune autre prescription de l'ADR qui est applicable aux véhicules visés par le 388, souvenez-vous, les UN 3166 et 3171, donc nos véhicules hybrides et électriques, si les conditions suivantes sont remplies. Alors, pas rentrer pas passer tout en revue, mais pour faire bref, on vous dit, essayez ou de couper les arrivées de carburant ou d'avoir des réservoirs qui sont vides pour pouvoir transporter ces véhicules. Voilà. C'est en gros ce que cette disposition 666 raconte. Quand est-ce qu'on parle, Frédéric, d'une batterie endommagée ou défectueuse, le fameux damaged and defective? Alors, quand? La question, c'est quand et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, la première question, c'est quoi? Donc, la question donc à se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que le dégât ou le défaut a un impact significatif sur la sécurité de la cellule ou de la batterie dans son entièreté. Et dans quel cas, il va falloir donc retirer la batterie et la transporter, comme je le disais, conformément au 376. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme batterie endommagée ou défectueuse? Eh bien, on va considérer ces batteries dès lors que elles ont potentiellement un défaut qui peut être amené à revoir le concept total de sécurité. Dans le cas où elle présenterait des fuites, dans le cas où elle présenterait une détérioration physique ou mécanique. Voilà, ça, mais là, on vous renvoie évidemment vers la session 2 dans laquelle on avait parlé de ces contraintes. Okay. Et puis, on doit également estimer finalement ces dégâts ou ces défauts sur base des critères de sécurité du fabricant lui-même. Mais ça peut être un expert technique qui va également probablement être affecté à une marque dans ce cas-ci et qui va pouvoir déterminer effectivement, selon un certain nombre de critères, que cette batterie est endommagée ou défectueuse. Et il va prendre en considération de façon non limitative la présence de fuites, de gaz, quel a été l'usage de la batterie avant, est-ce qu'il y a des signes de dommages physiques, est-ce qu'il y a des problèmes de déséquilibre, de tension, est-ce qu'il y a un problème d'isolation qui est constaté sur un câble, est-ce que le BMS ne répond absolument plus et sort des données complètement incohérentes. Ce sont tous des signes qui pourraient amener, alors il y en a qui sont évidents, d'autres un peu moins, mais qui vont amener un expert technique ou un expert du fabricant à considérer cette batterie comme étant endommagée ou défectueuse. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça que vous attendez, cette batterie défectueuse, on doit la transporter selon l'application et en appliquant, la disposition spéciale 376. Alors, cette disposition spéciale, elle est un peu à rallonge et elle dit quoi? Elle dit que dans le cas de nos batteries lithium-ion, 3480, si elle est fortement critique, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dégagement dangereux, de fumée, de gaz, de vapeur toxique, eh bien, il faut appliquer les instructions d'emballage 911 ou LP, les grands emballages 906. Si ce n'est pas le cas, donc si ce n'est pas fortement critique, alors on peut utiliser les instructions d'emballage 908 ou LP 904. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. On n'oubliera pas également qu'en matière de label, il va falloir in extenso indiquer sur l'emballage qu'il s'agit de batteries lithium-ion endommagées ou défectueuses, et on devra également le mentionner in extenso sur les documents de transport. Document de transport donc qui mentionnera qu'on est en application de la disposition spéciale 376 dans ce cas bien particulier.
On vous donne ici un exemple basé sur le SP 376 par un constructeur. Et on doit noter que la plupart des constructeurs et importateurs disposent déjà à ce type d'emballage pour leur type spécifique de différents types de batteries. Mais il faut quand même prendre en considération que le futur, la proposition de réglementation de batteries pourrait bien accélérer les choses si la nécessité de renforcer les infrastructures de collecte est introduite dans les objectifs assignés aux opérateurs de gestion de la fin de vie des batteries. Alors, il faut quand même prendre ça en considération dans les années à venir. Et si nous regardions maintenant à quoi peuvent ressembler les instructions d'emballage qui vont concerner les batteries sous cette rubrique fameuse 3480. Ah, donc j'ai un peu l'impression qu'on grimpe la montagne Oui, ça, et on arrive finalement vers les éléments qui, pratico-pratiques, doivent être d'application pour vous. Alors, on va reprendre, vous avez compris la logique, on va reprendre le statut de la batterie qui va déterminer quelle disposition, qui va elle-même déterminer quelle instruction de packaging. Dans le cas de nos batteries neuves, on va appliquer, à travers les dispositions spécifiques, les instructions d'emballage 903 ou LP 903. Qu'est-ce que ça dit en gros? Ça donne une liste d'emballage, de catégories d'emballage, hein, souvenez-vous ces fameux numéros 4A, 4B, 2C, etc., qui sont d'application ou acceptés. Et puis, on va avoir un certain nombre d'éléments complémentaires. Dans le cas du 903, il va être marqué que ça doit être des emballages du groupe 2, souvenez-vous, moyennement dangereux. Il va être spécifié qu'on doit protéger la batterie contre des dommages qui seraient causés par le mouvement à l'intérieur de l'emballage. Et, chose importante, on y reviendra, dans le cas d'une masse brute supérieure à 12 kg, et si, condition numéro 2, il y a une enveloppe extérieure robuste et résistante au choc, etc., dans ce cas-là, et si l'on empêche tout déplacement de cette batterie à l'intérieur de cet emballage, on peut envisager que les emballages qui soient utilisés ne doivent pas nécessairement respecter ces dispositions des épreuves tests UN dont on a parlé tout à l'heure, à partir desquelles on établit les immatriculations. En d'autres termes, c'est à cause de ça qu'on pourrait, dans certains cas, transporter des batteries neuves ou usagées dans des emballages d'origine ou dans des palettes dès lors que c'est fixé correctement, que c'est protégé avec un emballage plastique, qu'on a isolé les connecteurs, etc. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir à ce sujet. Dans le cas du LP, c'est quoi la différence entre le P et le LP? C'est que dans le LP, on va limiter évidemment le type d'emballage qui sont utilisables et on va passer vers ces grands emballages dont on avait parlé, le 50A, le 50B, etc. Et il y aura une prescription complémentaire vous rappelant qu'il faut protéger la batterie contre les courts-circuits. Alors, vous n'allez pas la protéger à l'intérieur de la batterie, mais vous allez faire en sorte que les batteries ne se cognent pas les unes contre les autres, que vous n'allez pas les empiler pour que des connectiques soient endommagés, évidemment. Dans le cas d'un deuxième type de batterie, on va prendre le cas d'une batterie DND, damage end effectif, mais non critique. Souvenez-vous, hein, on a parlé des batteries qui sont fortement critiques et des batteries qui ne sont pas fortement critiques. Il y avait là une différence dans cette disposition 376, une différence des références sur les instructions d'emballage. Dans le cas du non critique, ce sera une instruction d'emballage 908 ou LP 904. Le LP 904, encore une fois, faisant la différence par rapport au 908 en limitant la liste des emballages aux grands emballages rigides dont on a parlé. Et par définition, puisque ce sont des grosses batteries, on limitera à une batterie par emballage. Là-dedans, qu'est-ce qu'on voit également? Qu'on parle toujours de groupe d'emballage 2. Mais on va spécifier que la batterie doit être emballée individuellement dans un emballage intérieur, qui elle-même
qui lui-même, pardon, cet emballage intérieur contenant la batterie, est placé dans un emballage extérieur. Point 1. Point 2, il va falloir s'assurer que ce soit étanche, en cas de décharge d'électrolyte, par exemple. Point 3, on va également entourer cet emballage intérieur, pas extérieur. On va remplir l'emballage de la batterie d'un matériau qui sera non combustible et non conducteur. Et dans le cas où l'emballage s'avérerait être scellé, on doit voir et prévoir qu'il dispose de dispositifs de protection contre les surpressions. On évitera évidemment les chocs. Évidemment. Chose importante à retenir, excessivement importante à retenir, si la masse nette de la batterie est supérieure à 30 kg, alors il ne peut y avoir qu'une seule batterie par emballage extérieur. Donc avoir un grand bac pour mettre 2 batteries damaged defective, même emballées dans une caisse, ce n'est pas autorisé. Ça, il faut bien le savoir. Okay, ça, c'était pour la disposition 376 et les instructions d'emballage qui concernent les batteries endommagées ou défectueuses, mais qui ne sont pas dans un état critique. Si on regarde maintenant... Alors, pour les batteries fortement critiques, il y a donc le fameux 376 dont tu as parlé. Renvoyons aux instructions 911 ou 906. Et quels sont les éléments importants à retenir dans ce cas-là? Voilà. Alors, la logique est évidemment la même. Il faut toujours protéger la batterie au maximum, évidemment. Mais on va avoir des exigences différentes en matière d'emballage. Et là, on va parler d'emballage de groupe 1. Et ces emballages de groupe 1, ils ont d'autres exigences spécifiques en termes de performance de l'emballage. On a mis les plus importantes à l'écran. Il faut que, quelle que soit la situation de la batterie, que la température de surface extérieure de l'emballage soit en moyenne inférieure à 100 degrés. Il peut y avoir des pointes à 200 degrés, mais en moyenne, ça doit rester inférieur à 100 degrés. Ça doit être étanche contre contre d'éventuelles flammes intérieures ou des fragments qui sortiraient, des fragments de batterie qui sortiraient. Évidemment, on doit s'assurer de l'intégrité structurelle de cette batterie. Et l'emballage doit également se disposer d'un système de gestion des flux de gaz. Alors, ces systèmes de gestion ne sont pas définis de façon très très précise. Ça va de la ventilation au confinement. Voilà. Ça, c'est les autorités qui vont approuver elles-mêmes, en fonction de leurs règles, quel système de gestion sera appliqué pour qu'ils approuvent eux-mêmes ces emballages. Alors, on vérifiera également que lorsque, et donc ça c'est le conseil qui vous est donné, quand vous appelez quelqu'un pour vous fournir un emballage, si dès lors vous avez l'intention d'investir dans 2 ou 3 emballages au cas où, ne fût-ce même que pour votre stockage, quand vous allez vous adresser à un fournisseur d'emballage, prenez en considération évidemment tous ces éléments. Quand vous demandez un emballage groupe 1, code X, et que vous regardez les spécificités de cet emballage, vous devez demander, pour vous assurer, pour vous-même, demander évidemment tout le relevé technique de ces emballages pour vous assurer qu'il sera bien étanche, qu'il aura bien son système de gestion des gaz, etc. Et puis alors, on a le dernier cas, qui est la batterie déchets, qui part vers le recyclage. Là, on a une instruction particulière qui est d'emballage, qui est l'instruction 909. Qu'est-ce qu'elle dit? La même chose, la liste d'emballages qui sont utilisés. On parle bien de groupe 2, c'est important, je vais y revenir. On spécifie que si c'est un emballage métallique, on aura une doublure en matériaux non conducteurs avec une résistance suffisante. Et on va retrouver finalement également cette exemption dans le cas de la masse brute de la batterie supérieure à 12 kg. Dans les faits, ils vont y mettre également une protection de la batterie contre des courts-circuits, etc. Mais ça, c'est d'application de toute façon pour tous les emballages. On va dire qu'il faut fixer les batteries pour éviter tout mouvement excessif. Tout ça doit devenir maintenant une évidence. Mais donc voilà. Par contre, on va marquer évidemment dans ce cas-ci
que le label sera, rappelez-vous, des batteries qui sont destinées au recyclage. Attention, remarque, une batterie déchet qui va vers le recyclage, c'est une disposition 377. Si la batterie est endommagée ou défectueuse, c'est la disposition 376. Qu'elle soit déchet ou qu'elle ne soit pas déchet, que l'on considère que la batterie qui est endommagée doit être un déchet ou ne doit pas être un déchet. Donc, il faut bien faire cette différence. Donc, envoyer une batterie damage and defective vers le recyclage en utilisant le 377, dans les faits, ce n'est pas correct. Il faut utiliser le 376. Okay, ça, c'est important à mentionner. Alors, c'est tout compliqué, évidemment, tout ça. On a essayé de remettre à l'écran et vous aurez l'occasion, quand vous relirez ou vous reverrez, revisionnerez ce webinaire, de regarder ce tableau calmement, mais on la mettra évidemment à disposition de toutes les personnes qui veulent nous le demander. Et donc, vous avez là, finalement, à l'écran, un résumé, un condensé des dispositions qui sont d'application en fonction du statut de la batterie, des instructions d'emballage qui sont liées aux instructions spécifiques, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. On le voit par exemple dans le cas des batteries usagées. Il y a bien des instructions d'emballage, mais il n'y a pas une disposition particulière qui vient s'appliquer au-delà des règles de l'ADR standard. Et donc voilà, là vous avez un condensé de ce qu'il faut vraiment savoir pour gérer dans la grande majorité des cas qui vont vous occuper, ces batteries lithium-ion. Et puis on a remis à droite également ce raisonnement que l'on doit avoir dès lors qu'on fait face à un véhicule électrique ou hybride qui serait endommagé. Oui, je sais, mais pas moi. Hein. Alors, on me rappelle l'heure, évidemment, mais on a dû faire face à quelques problèmes techniques, donc on arrive tout rapidement sur la fin. Un dernier point sur le marquage et sur l'étiquetage. On vous a déjà parlé du fameux sigle 9A, ce sigle losange. On vous a rappelé le code du N3480 qui doit apparaître. Voilà, ça c'est dans le cadre de batteries neuves et usagées, donc on est en situation normale, hein, pas de disposition comme je vous le disais. Dans le cas d'une batterie déchet qui serait destinée au recyclage, on aura dans le cadre de la disposition spéciale 377 la mention que vous voyez à l'écran, batterie lithium pour recyclage. On n'oubliera pas le code 9A et le 3480 comme d'habitude. Dans le cas d'une batterie damage and defective, comme je viens de vous le redire également, on aura la mention spécifique indiquant que cette batterie est endommagée et défectueuse. Et n'oubliez pas de faire cette référence sur vos documents de transport. Alors, on arrive au troisième et dernier pôle. C'est dans le débat produit-déchet. Et la question est la suivante. Pour une même batterie qui est safe pour le transport, y a-t-il plus de risques dans son transport si celle-ci est transportée en tant que produit que si elle est transportée en tant que déchet? Alors oui, non ou je ne sais pas. On va peut-être relire la question parce qu'elle est pas facile et elle pourrait être suspicieuse, mais pour une même batterie qui est OK pour le transport, donc elle n'est pas endommagée, y a-t-il plus de risques de la transporter en fonction des conditions de transport quand elle est produite qu'en fonction des conditions de transport si elle est déchet? Il y a des hésitations. Il y en a qui ne savent pas. Ne pas savoir est également, est également une réponse. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Voilà, je pense qu'on arrive au bout, hein, du pôle. Voilà. Alors, disons, une
17% indiquent qu'ils ne savent pas. 25% disent oui, il n'y a plus de risque si c'est transporté comme produit. Et environ 58, presque 60% disent non, ce n'est pas plus risque si on le transporte comme produit au lieu de transporter comme déchet. Voilà. Eh bien, la réponse est qu'il n'y a effectivement pas plus de risque, puisque la batterie est safe pour transport. Il n'y a pas plus de risque de la transporter en tant que produit. Les produits sont appliqués en utilisant l'instruction 900 droit, tandis que les batteries destinées au recyclage sont transportées selon les instructions d'emballage 909 qui sont finalement adaptées, sur les instructions et sur le statut de la batterie, hein, comme on l'a expliqué. Donc voilà, une batterie safe pour transport n'est pas plus dangereuse à transporter en tant que produit que si elle était transportée en tant que déchet. Alors, on s'est livré à un petit exercice finalement. Hein, rappelez-vous, produit, déchet, bon, est-ce qu'on peut s'appuyer finalement sur l'ADR pour dire non, une batterie qui arrive quelque part, elle doit être un déchet parce qu'il y a nécessairement plus de risques. Ben, en fait, je pense que l'ADR ne donne pas réellement une réponse en faveur de oui, il faut absolument le considérer comme déchet, pour la raison suivante. Et on a repris à l'écran l'instruction d'emballage 903 et l'instruction d'emballage 909. Eh bien, sans rentrer dans tout le détail, vous voyez, ou vous ne voyez pas, mais il n'y a pas de différence. Il n'y a en gros pas de différence. Je me suis même posé la question quand j'ai fait l'exercice de me dire laquelle est la 903 et laquelle est la 909, tellement elles étaient le proche l'une des autres. Alors, je ne dis pas qu'elles sont écrites de la même façon, mais c'est la même logique, c'est le même groupe d'emballage, ce sont les mêmes exemptions sur les masses brutes à partir de 12 kg, il y a les mêmes demandes, de protection, il y a les mêmes cas qui sont d'application à ne pas devoir utiliser un emballage approuvé UN. En d'autres termes, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. La seule différence qu'on va peut-être voir, c'est, puisque les mesures de prévention sont les mêmes, ce qui va nous permettre de déterminer si une batterie finalement est un produit ou un déchet, ben, c'est le label qui va apparaître sur ce papier, sur cet emballage, où on va faire référence à ou des batteries déchets vers le recyclage ou des batteries produits. Il n'y a vraiment que sur le label qu'on va pouvoir faire la différence. Donc voilà, ce n'est pas un argument en faveur du déchet. L'ADR ne donne pas d'argument en faveur du statut déchet de cette batterie dès lors qu'elle arrive et qu'elle est en parfait état de transport, qu'elle arrive dans un point d'acceptation. Alors, Frédéric, lors des sessions 1 et 2, nous avons expliqué que la sécurité est l'affaire de tout, que les responsabilités sont partagées tout le long de la chaîne de valeur. Peut-on également déclarer que c'est d'application également quand on parle de transport? Alors, en effet, il y a plusieurs éléments qui sont à considérer dans le partage des responsabilités, dès lors qu'il y a deux opérateurs au moins qui sont liés l'un à l'autre dans un transfert de batterie à quelques niveaux de la chaîne de valeur. Il y aura donc finalement à considérer, il dit que chacun va devoir assurer sa part de travail dans le cadre de l'ADR, prendre connaissance finalement des conditions de l'emballage et donc du produit, puisque l'emballage va renseigner sur le produit, du contenu, dans ce cas-ci la batterie, et de finalement décrypter les conditions ou les instructions d'emballage et les documents de transport qui seront accompagnant le transport. Vous avez vu ce tableau tout à l'heure, hein, on vous en a parlé. Il y a un élément là-dedans dont on n'a pas fait mention, c'est cette petite colonne à peu près au milieu droit du tableau qui parle des classifications et des restrictions tunnels. Alors sachez que dans le cas de nos batteries UN 3480, il y a une restriction de transport tunnel dans les tunnels de classe E. Pour les transports de catégorie 2. Catégorie 2, ce sont nos batteries, on l'a vu tout à l'heure. Et on a donc été chercher pour vous quelles étaient en Belgique, on n'a pas fait toute l'Europe, excusez-nous, mais en Belgique en tout cas, quels étaient les tunnels de catégorie 9. Et ces tunnels, ils apparaissent à l'écran, on a été trouver ça, donc c'est un document tout ce qu'il y a de plus officiel.
Et on voit qu'il n'y a que, heureusement, quelques tunnels en Belgique qui sont de catégorie E, dans lesquels donc, le transport des batteries lithium-ion est interdit. Très rapidement, quelles sont-elles? Ce sont tous les tunnels de la petite ceinture de Bruxelles. C'est le tunnel de Waasland à l'ouest d'Anvers, sur le port. Oui, c'est le tunnel de Bont dans Louvain. C'est les 4 bras de Tervuren sur le ring de Bruxelles. Et c'est le tunnel de Zand à Bruges. Et également le tunnel sous le pont Van Praat près du port de Bruxelles. Voilà. Interdit d'y aller avec des batteries lithium. Rôle de l'opérateur. Il va falloir évidemment travailler à la sécurité, travailler à l'amélioration continue. On va vérifier les renforcements des fonctionnalités des emballages, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là, c'est un message qui est un peu subliminal. Mais sachez que les autorités, finalement, elles attendent quand même des améliorations continues à travers cette thématique. Et chaque mode de transport va de toute façon avoir tendance à renforcer les demandes de fonctionnalité de protection de ces emballages. L'industrie automobile est donc à divers égards également, ça c'est important à savoir, impliquée dans la définition de solutions pratiques. Les défis sont néanmoins relativement nombreux, vous l'avez compris, puisqu'il y a d'autres exigences et attentes évidemment en matière de taille de batterie, de densité énergétique. Voilà, ça il ne faudra pas perdre ça en vue. Et donc, on arrive à mon dernier slide. Ouais, ça, c'est l'avant-dernier. On vous invite éventuellement si vous avez le temps ou l'occasion de vous rendre sur le site de Recharge, qui donne également quelques éléments de sensibilisation sur le transport des batteries. Et puis, ce dernier tableau qui reprend à gauche toutes les missions qui sont à couvrir quand on prépare ou quand on effectue un transport, jusqu'à sa réception. Et puis, vous avez sur la ligne DX le rôle de chacun dans la chaîne de valeur, du manufacturier au destinataire. Pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on voit simplement? C'est que la responsabilité des opérateurs est multitâche. On voit qu'un emballeur a une fonction bien particulière, c'est un métier bien spécifique. Qu'également le chargeur et l'expéditeur auront un rôle à jouer. On en a parlé dans les sessions 1 et 2. Cette remarque vaut évidemment pour le destinataire, vous l'aurez bien compris, et que la formation du personnel est également un élément clé à ne pas perdre de vue. Donc voilà, en une image, quel que soit votre rôle dans la chaîne de valeur, vous avez au titre de l'ADR un rôle à jouer en matière de préparation, en matière d'opération ou en matière de contrôle, quelle que soit la mission et le niveau de mission que vous avez dans cette chaîne de valeur. Voilà, c'était mon dernier mot en tout cas à ce sujet. Message important, et donc la conclusion, une connaissance des exigences en matière d'emballage et de transport qui est importante à maîtriser. Il y a une évaluation correcte du statut de la batterie qui est absolument nécessaire et qui prend évidemment tout son sens puisque ça va déterminer les conditions de transport. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'experts en la matière. N'oubliez pas la formation de membres de votre personnel, hein, c'est relativement clé. Ce n'est pas juste dire au premier qui passe dans la cour, va emballer la batterie s'il te plaît. C'est un peu plus compliqué que ça. La responsabilité d'emballeur, du chargeur, du transporteur ne doit pas être négligée. Donc, dans vos interactions avec le transporteur, vérifiez bien que tout est en ordre pour éviter les cascades de responsabilité derrière. Et dernière chose, on vous rappelle que c'est une matière qui est mouvante, très évolutive, et donc ça implique qu'il y a un suivi régulier de sessions d'information sur l'ADR. A priori, vous devriez avoir la paix jusqu'à peu près fin 2022, mais voilà, donc ayez à l'esprit de toujours bien aller vérifier ces dispositions. Voilà, j'ai fini en ce qui me concerne et je laisse, je pense, la conclusion à Catherine. Et je pense que tu as déjà bien fait la conclusion, Frédéric, sur cette session très, quand même assez spécifique sur l'ADR. Donc, j'espère que
nos invités, nos participants ont pu augmenter leur connaissance de ADR, ce